Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Fidèles amis internautes des programmes télé sur ESAE TV, bonjour, bonsoir, en fonction du moment de la journée où vous nous recevez. Bienvenue à cette émission spéciale dédiée à Distel Amoussou, qui est consultant médias communication, analyste chroniqueur politique, président, directeur général de l'Agence de documentation et des services spéciaux ADLSS. Avec lui, chers amis internautes, nous ferons le tour de l'actualité politique nationale, notamment les invites à la relecture du code électoral, l'animation de la classe politique en préparation aux élections générales de 2026. On n'occultera pas sans nul doute de parler des enjeux des élections générales de 2026. Pour recevoir l'invité de ce jour, chers amis internautes, je suis avec ma consoeur Zakiat Latunji. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être à mes côtés sur ESAE TV. C'est un plaisir de partager avec vous ce plateau. Le plaisir est bien partagé. Distel Amoussou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour Madame la Présidente. Je dois dire que c'est un honneur pour moi, excusez-moi, c'est un honneur pour moi de partager cet exercice avec la première, n'est-ce pas, des journalistes dans notre pays. Et merci pour cet exercice. Je vais en profiter également pour dire merci aux amis téléspectateurs et internautes qui nous suivent. Distel Amoussou qui nous revient après plus d'un mois de long silence parce que vous étiez frappé par un deuil, Distel Amoussou. Oui, vous savez, dans la vie, il y a des épreuves. Les épreuves ne sont pas les plus importantes. La douleur n'est pas la plus importante. Mais je dis souvent qu'il faut aller chercher la grâce qui est au milieu, derrière cette douleur, cette épreuve. Dieu a donné, Dieu a repris et la vie continue. Alors comme Kader l'a dit, ça fait un peu plus d'un mois qu'on ne vous entend plus. Vous êtes en deuil justement et c'est l'occasion pour toute la communauté ESAE de vous présenter nos condoléances. Et on espère vivement que vous allez pouvoir mieux gérer cette douleur. Elle est bien grande. Nous en sommes entièrement convaincus et on partage également cette douleur avec vous. Donc, beaucoup de courage. Merci, madame. Et parlant justement de courage, vous revoilà sur la scène politique, grand acteur politique, analyste politique aussi. Aujourd'hui, l'actualité politique est justement, comme Kader le disait tout à l'heure, agrémentée par un certain nombre de sujets. Et sur ces sujets-là, il est important qu'on entende un acteur comme vous, Distel Amoussou, sur par exemple la question du code électoral. Il y a pas mal d'invites de la classe politique aujourd'hui sur cette question-là. Quelle est votre lecture de cette situation? Ben, vous me posez à nouveau cette question. Merci madame. Et je dois me redire et dire que lorsque vous décidez de bâtir grand pour vos enfants, il y a forcément des moments d'incommodité. Il y aura de la poussière, il y aura des gravats, parce qu'il va falloir ouvrir le sol, y enfouir quantité de ciment, de gravillon, de fer, d'eau. Et puis après, il y aura l'odeur de la peinture. Oui, nous sommes un peu dans ce contexte-là.
Bon, en tout cas, beaucoup de métaphores pour contextualiser la chose. Et si on allait vraiment de façon très simple pour permettre à tous ceux qui nous suivent de comprendre votre avis, votre lecture sur la question du code électoral. Déjà, mon postulat, c'est que nous sommes en marche pour construire un Bénin plus grand demain pour la progéniture et pour les Béninois de demain. Depuis 9 ans. Tout à fait. Même depuis la conférence nationale des forces vives de la nation. Parce que chaque gouvernement qui arrive apporte sa pierre à l'édifice. Voyez-vous. Ceci dit, nous sommes depuis donc 9 ans engagés résolument dans la refonte, le reformatage du système partisan béninois. Je ne vais pas rappeler que nous étions plus de 200 partis politiques il y a quelques années et qu'aujourd'hui nous avons à peu près une dizaine, n'est-ce pas, qui discutent l'échiquier politique national. Alors, dans la reconstruction, donc la refonte, le reformatage du système partisan, il y a eu ce qu'on appelle le code électoral. Et donc, le code de la route. Donc, le code du bon comportement, mais cette fois-ci en politique. Le code d'éthique et de déontologie chez les journalistes. Exactement. Il y a des pans, des articles, des dispositions de divers codes qui sont querellés. Mais cela n'en demeure pas moins que ces codes sont toujours, n'est-ce pas, il faut respecter les dispositions. Il faut les respecter. Ces codes-là sont toujours en vie. On n'a pas pu changer le code de la route parce que certains usagers de la route ont décidé de rouler hors ce code-là. On n'a pas pu changer le code d'éthique et de déontologie de la presse simplement parce que certains journalistes, certains de vos confrères ont décidé de temps en temps de violer violemment certaines dispositions de ce code-là. Et donc, ce n'est pas parce que, j'en viens, ce n'est pas parce qu'il se trouve du personnel politique aujourd'hui pour souhaiter, n'est-ce pas, la relecture de ce code, n'est-ce pas, qui est en vigueur, alors qu'on n'a même pas encore expérimenté pour une seule fois ce code électoral. Alors, autrement dit, et très simplement, avec vos propos, est-ce à dire que l'invite de la classe politique pour la relecture de ce code électoral n'est pas de votre avis? Elle est inappropriée dans le contexte actuel. Parce que nous ne pouvons pas lire dans la boule de cristal pour deviner, pour estimer, pour faire de la surenchère sur ce qui pourrait s'appeler les défauts de fabrique de ce code-là demain, alors que 2026 n'est pas arrivé, alors qu'on n'a pas expérimenté ce code. On n'a pas expérimenté ce code-là, Distella Mousso, vous le dites si bien, mais il y a des acteurs politiques qui régentent la vie politique béninoise depuis 90 à ce jour, qui disent que ce code-là est promoteur de l'exclusion. Ce code-là comporte en son sein des dispositions chrysogènes. Il y a des acteurs politiques, même de la mouvance présidentielle, comme Maître Adrien Ongbedi par exemple, qui ont eu à opiner sur ce code électoral-là. Il y a cette disposition, par exemple, des 20% par circonscription électorale qui pose polémique, Distella Mousso. Est-ce que pour vous, vous ne pensez pas qu'il y a de la pertinence dans ce qui est dit, que ce soit du côté des opposants et également de certains acteurs de la mouvance non négligeable? Il serait prétentieux de ma part de dire que Maître Adrien Ongbedi fait partie des amnésiques de la vie politique de notre pays. Parce qu'à la sortie de la conférence nationale des forces vives de la nation, il était question, il a été besoin, n'est-ce pas, de doter notre pays d'une nouvelle loi fondamentale, d'une constitution. Et au sein de cette constitution-là, et il était écrit noir sur blanc que pour candidater à la magistrature suprême de notre pays, il faut avoir 40 ans et 70 ans, pas plus. Voyez-vous, ces dispositions-là sont encore d'actualité. Est-ce que les enjeux sont les mêmes? À l'époque. Est-ce que les enjeux sont les mêmes? À l'époque, c'était vu et perçu comme de la discrimination. Au point où, peut-être que je me ferais le plaisir de rappeler à Maître Adrien Ongbedi que le président Feu Général Mathieu Kérékou disait que c'était une loi fondamentale taillée à sa mesure. Voyez-vous, à l'époque,
à la sortie de la conférence nationale des forces vives de la nation. Alors qu'aujourd'hui, d'autres acteurs de la vie politique estiment que ce code-là serait un prêt-à-porter pour les partis de la mouvance, je dis il n'y a aucun élément nouveau pour moi. Il y a aucun Donc élément vous ne pour vous, relevez oui. pas, Cabrel, si vous permettez, vous ne relevez pas des dispositions chrysogènes dans ce code alors? Écoutez, je ne suis pas un lecteur de la boule de cristal, mais on a écrit nulle part dans ce code qu'il serait applicable rien qu'aux partis de l'opposition ou rien qu'aux partis de la mouvance. Eh bien, la balle, elle est ronde pour toutes les formations politiques, pour toutes les équipes qui vont jouer. Et donc, la règle du jeu, la même pour les pays, s'impose à tout le monde. La règle du jeu s'impose à tout le monde. Et alors, pour vous, où serait donc l'exclusion? On laisse les dispositions en l'état et on avance tranquillement et vers on 2026. éprouve, n'est-ce pas, ce code-là, à travers les prochaines élections générales que nous allons connaître dans notre pays. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la sortie de Maître Adrien Ombredji, mais il n'y a pas que la sortie de Maître Adrien Ombredji, parce que dans l'actualité nationale dernièrement, il y a pas mal d'acteurs qui sont sortis, qui ont opiné sur ces différents sujets. Que dites-vous, par exemple, de la sortie de Candide Azanaï? Bon, écoutez, c'est un personnage atypique qui a ses propos, qui a son style, n'est-ce pas, de communication. Je ne me ferai pas le plaisir de le juger. Mais je voudrais prendre la quintessence du contenu de son discours. C'est d'ailleurs sur ça que nous demandons votre avis, sur le contenu de ces propos. Alors, son discours n'apporte rien de nouveau. Il n'y a pas d'éléments techniques. Il n'y a pas d'éléments, n'est-ce pas, qui puissent éprouver le contenu du code actuel. Il n'y a que des récriminations. Christian Amoussou, il y a un fait qui est dit. Lorsque vous voyez par exemple un parti politique de l'opposition par exemple participer à ces élections législatives prochaines de 2026 et que ce parti politique arrive à obtenir par exemple 30, 40 dans certaines circonscriptions électorales et que sur une seule circonscription électorale, ce parti politique arrive à obtenir par exemple 19,58%, ce parti politique se retrouve recalé. Est-ce que vous ne voyez pas que les militants de ce parti politique-là pourraient créer une situation d'inconfort et regrettable dans le pays, à travers le pays, parce qu'ils vont estimer que partout où ils ont battu tout le monde, ils n'ont pas été, leur vote n'a pas été respecté? Il en serait de même pour tous les partis politiques de la mouvance, puisque la règle, elle est commune et s'impose à tous les compétiteurs. Oui, mais la mouvance ne se retrouve-t-elle pas avec un peu plus de chance par rapport aux autres? Avec la possibilité de faire un accord de gouvernance entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, alors que les démocrates n'ont pas, eux, une formation politique de taille qui peut permettre un accord de gouvernance qui soit valable sur la balance globale telle que l'UP, le BR et je ne voudrais pas croire que vous soyez dans le préjugé et que vous faites l'injure à la classe politique de l'opposition de ne pas disposer, n'est-ce pas, de partenaires sérieux, de partenaires qui puissent étendre leurs tentacules. C'est pas une question d'injure. C'est une réalité que nous constatons. On va vous rassurer, il ne s'agit pas de faire lorsqu'on me dit que l'opposition n'a pas... Ce n'est pas de l'injure, c'est une analyse au regard de la situation actuelle. C'est une analyse réductrice de la force et de ce que représentent les forces politiques de l'opposition dans notre pays. Lorsque nous prenons les partis politiques au Bénin, nous avons au Parlement 3. Il y a le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau et les démocrates. Les démocrates qui sont de l'opposition. Le seul parti politique de l'opposition qui a des élus, c'est FCBE qui a 6 maires environ. Alors, les démocrates et FCBE qui déjà ont du mal à accorder leur violon, comment les deux partis politiques ensemble peuvent équivaloir à BR plus UP le Renouveau? Deux autres partis politiques. Alors, si déjà vous affirmez que les démocrates et les FCBE ont du mal à accorder leur violon, ça n'est pas de la faute des partis politiques de la mouvance. C'est pas qu'on l'affirme. On l'affirme. Vous observez l'actualité politique. Donc, vous écoutez les uns les autres. Donc, ça n'est pas la faute, en tout état de cause, des partis politiques de la mouvance. Très bien. Alors, il est écrit nulle part qu'il faut disposer de députés ou d'élus avant d'entrer en accord politique avec tel ou tel autre partenaire. Je ne sais vraiment pas quelle est la querelle
aujourd'hui, est-ce qu'on empêche... Écoutez, au niveau de la mouvance, il y a des partis qui soutiennent les actions du président Patrice Talon, mais qui ne sont pas représentés au Parlement, qui n'ont pas d'élus communaux, qui n'ont pas de mairie. Alors, l'autre récrimination d'Estelle Amossou, c'est que à l'issue de ces élections de 2026, qu'on se retrouve probablement avec un Parlement monocolore, ou peut-être à l'issue des échéances électorales, qu'on puisse se retrouver dans une situation où aucune formation politique ne soit éligible au partage des sièges. D'abord, je vais... Et sur la question, vous avez suivi l'honorable Orden Aladati. Avant de revenir à ce que vous dites concernant le président de restaurer de l'espoir, la commission des lois, Aladati, je ne sais pas ce que vous appelez par le banc monocolore. Parce qu'on a pendant longtemps ressassé cette formule. Un parlement composé de le bloc républicain est un parti politique constitué avec son idéologie, sa structuration, ses attributs, ses élus. L'Union progressiste, le renouveau, pareil. Que ces deux partis se retrouvent au sein d'un parlement, en l'absence de ce que vous appelez... Ils ont des idéologies contradictoires, mais pourtant ils soutiennent le même président de la République. Alors, il va falloir peut-être faire de la pédagogie sur ce qu'on appelle un parti politique. Alors, ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'on va avancer dans le débat. Et vous, étant acteur politique et membre du Bloc républicain, déjà, comment se porte le Bloc républicain aujourd'hui? Très bien. Très bien. Le Bloc républicain, vous le savez, c'est un parti soutien du président Patrice Talon. Nous sommes en pôle position en ce qui concerne les réformes que nous accompagnons, aux réformes auxquelles nous participons à la conception au regard de la vision du président Patrice Talon. Voyez-vous, à partir de ce moment-là, nous regardons les difficultés qui sont en face. Mais nous travaillons à pouvoir transcender ces difficultés-là et à devenir, dans quelques mois, dans quelques semaines, le premier grand parti de notre pays. Alors, vous restez et demeurez un acteur très actif du Bloc républicain. Je le suis, je suis un militaire. Pardon. Un militaire ou un militant? Pardon, je suis un militant lambda, c'est vrai. Je ne siège dans aucune des instances de notre parti. Je suis donc un militant simple. Et d'ailleurs, mon intervention ici avec vous n'engage aucunement le Bloc républicain parce que je n'ai reçu aucun mandat pour venir parler au nom de mon parti. Mais je dis, c'est un parti bien structuré, dirigé par un monsieur bien structuré, bien organisé, le président Abdoulaye Biachane, qui regarde les choses de très près avec toutes ses équipes. Alors, une question de curiosité. Quels sont les rapports Bloc républicain, Union progressiste? Alors, sur le fait, je vous le dis d'emblée, sur le fait du soutien des actions du président Patrice Talon, les rapports sont très bons et conviviaux. Et c'est deux grandes formations qui regardent, qui se parlent pour la poursuite, n'est-ce pas, des réformes, leur pérennisation. Il ne vous échappe pas que je suis venu en politique sous le leitmotiv de la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles en cours dans notre pays sous le leadership du président Patrice Talon. Maintenant, sur le terrain, chaque parti, chaque formation politique naît dans le but d'aller conquérir le pouvoir d'État et le gérer. Alors là-dessus, chacun de ces partis-là... Y a-t-il des rivalités à ce niveau alors? Mais forcément, déjà au niveau idéologique. Puisque quelqu'un a parlé de frères siamois ou de frères jumeaux. Mais je vais même dire qu'à ce niveau, au niveau des frères jumeaux, il y a par moment et à des moments donnés des divergences de vues, des divergences de fonctionnement, des divergences de posture. Mais si vous allez observer que sur certains grands sujets de notre pays, parfois, le Bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau, n'ont pas les mêmes postures. C'est quand même rarement arrivé. Oui. Le parti, l'Union progressiste, le renouveau, par exemple, peut
se fendre en communiqué. Est-ce que vous n'êtes Nous pouvons choisir d'aller parler à nos militants. C'est pas un jeu politique. Parce que si on doit rester dans la cohérence de votre argumentation là, ça veut dire qu'en 2026, on doit avoir un candidat pour le Bloc républicain et un candidat pour l'Union progressiste du renouveau. Et non probablement un duo consensuel. Ça ne se décide pas sur un plateau de télévision. Et je vous ai dit, je vous ai rassuré que c'est deux grandes formations qui soutiennent le chef de l'État et qui se parlent. Très bien. On va revenir sur les perspectives par rapport à 2026, puisqu'on parle de l'actualité nationale. Mais avant, on revient un peu sur la lecture concernant la question du système partisan et la sortie de certains acteurs politiques. On a évoqué l'intervention de l'honorable Candide Azanaï, l'intervention dernièrement également de l'honorable Orden Aladati. Quelle est votre appréciation? Orden Aladati, qui est président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Alors, je peux bien comprendre la sortie du président de la commission des lois. Parce que les lois sont faites pour les citoyens, au nom des citoyens. Voyez-vous, alors, que le président de la commission des lois sente la nécessité, dans ce timing, d'aller expliquer une énième fois le fonctionnement, le contenu, les dispositions diverses querellées du code électoral, cela ne me pose aucun problème. Mais qu'est-ce qui vous pose un problème? Ce qui m'a posé problème dans cette sortie, puisque j'étais dans la salle, c'était lorsqu'il s'était arrogé la mission d'expliquer l'existence du certificat de conformité. Vous estimez que ce n'est pas de ses prérogatives? Je crois. Il est de la mouvance présidentielle. On sait que cela est quand même l'une des plus grandes griefs qui sont portées contre le président de son parti politique. C'est en cela justement qu'il y a eu le flou. Est-ce que ce qu'il a dit n'est pas pertinent? Est-ce que je ne veux pas opiner sur ce qu'il a dit? Donc c'est en fonction de la casquette qu'il avait au moment où il faisait cette intervention. Alors l'intervention était programmée, organisé pour être déroulé par le président de la commission des lois. Très bien. Voyez-vous, ça n'était pas le militant Orden Aladati de l'Union progressiste Le Renouveau. Donc pour vous, il faut vraiment respecter la posture. Le cadrage. Exactement. Pour ne pas prêter à confusion. Parce que d'abord, le thème énoncé ne concernait nullement l'histoire de certificat de conformité. Et lorsqu'il est interrogé sur la question, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas interrogé sur la question. Il s'est octroyé, n'est-ce pas, la tribune. Oui, justement, mais s'il était interrogé sur la question, pour aller clarifier ce concept-là. Et c'est en cela que je parle de gêne à mon niveau. Parce que moi, je suis militant du Bloc républicain. Voyez-vous? Et si la mouvance, en tant qu'entité politique, soutien du chef de l'État, décide d'apporter cette clarification-là à l'opinion, aux militants, aux Béninois, c'est que cela devrait se faire de commun accord et discuter dans un cadre approprié, les éléments de langage fixés. On peut le désigner pour jouer le rôle. Voyez-vous? Mais lorsque on m'invite, que ce soit en qualité de chroniqueur, en qualité d'analyste politique, on sait que je suis militant du Bloc républicain. Donc j'ai eu un peu de gêne par rapport à ça. Mais est-ce que ce qu'il a dit, est-ce que ça pose problème? Je ne veux pas, je me refuse d'opiner. Pourquoi vous refusez d'opiner sur ce qu'il a dit et vous opinez sur la démarche? Mais il y a l'aspect du certificat de conformité qui ne vous convient pas. En tout cas, abordé dans ce contexte-là. Tout à fait. C'est bien ça. Et je l'ai dit. Mais pour le reste, ça va, vous êtes d'accord? Pour le reste, oui, le contenu du code électoral. Oui. Je partage entièrement. Ah oui, je partage entièrement et je vous l'ai réitéré à l'entame de cette émission. Mais dans et il a été dans une belle pédagogie pour expliquer, donner d'éléments nouveaux pour permettre aux Béninois de comprendre davantage. Est-ce que c'est les Béninois qui ont besoin de comprendre le code électoral ou les acteurs politiques qui se plaignent de ce code électoral-là qui pour eux, on a comme l'impression que c'est une alerte qui vous est faite à vous, acteurs politiques de la mouvance, et on a comme l'impression que vous êtes sourds à cette alerte-là.
Alors, on a vu en 2019 qu'il y a eu également des alertes similaires, mais finalement on a été obligé de toucher des législations en plein processus. Est-ce que pour la première fois que nous organisons des élections générales, on sera contraint encore d'effectuer de telles manœuvres? Les lois sont faites pour tous les citoyens béninois et en leur nom. Oui. Les lois ne sont pas faites exclusivement pour le personnel politique. Et donc, lorsque le président de la commission des lois, député de la nation, décide d'apporter des clarifications, j'estime toute œuvre humaine est imparfaite ou perfectible, on dit. J'estime qu'il décide d'apporter ces clarifications aux Béninois, aux 12 ou 13 millions de Béninois que nous sommes. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Voyez-vous. Maintenant, les querelles portées par le personnel politique de l'opposition, moi je ne saurais donner écho à ces querelles-là. Je ne peux qu'inviter les Béninois qui lisent pas beaucoup, je vais dire, de commencer par lire ce code-là et de commencer par observer, n'est-ce pas, disposition par disposition, que nous ne sommes pas en face d'un code inapplicable. Donc pour vous, le code est applicable et puis les projecteurs sont maintenant clairement alignés pour 2026. Et nous irons aux élections en 2026 avec le chronogramme déjà défini. Étalé par la Sénat avec ce code-là. Parlons maintenant justement de 2026 qui retient toutes les attentions. L'animation de la vie politique aujourd'hui, c'est quand même étonnant. Aucun candidat en perspective pour l'instant, ou vous êtes dans le secret des dieux, dites-nous. Je ne comprends pas le sens de la question. Alors, le premier tour des élections ou de l'élection présidentielle est pour le 12 avril 2026. Nous sommes à moins d'un an de ce premier tour-là. Les législatives, c'est pour janvier. Nous sommes également à moins d'un an. Et jusqu'à présent, nous n'avons connaissance d'aucun potentiel candidat, soit à la présidentielle, ou même de personnes, acteurs politiques, susceptibles de dire « j'ambitionne peut-être être député, être maire, ou peut-être être candidat ». Aucun candidat éventuel pour 2026. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vous comprends. Vous ne nourrissez pas, vous, par exemple, des ambitions je vous comprends. De briguer la magistrature suprême, par exemple? Il n'y a pas que nous à comprendre, il y a aussi des milliers de citoyens. Voilà. Je crois que c'est une préoccupation qui est quand même partagée par la plupart des Béninois aujourd'hui. Je comprends mes concitoyens. Mais je voudrais dire que là, nous sommes en face de la parfaite réussite du management du président Patrice Talon. C'est-à-dire? Pour une première fois, en tout cas depuis 1990, nous n'avons pas vu une mouvance voler en éclats à 1 an, 2 ans des échéances électorales. Et vous appelez ça une parfaite réussite? Je dis, c'est grandissime comme réussite. Pour une première fois, nous n'avons pas vu les cadres déserter l'administration au motif des réunions politiques. Nous n'avons pas vu de croc en jambe. Oui, nous voyons dernièrement quelques passes d'armes entre certains commis qui s'insultent, qui se permettent des écarts de langage sur les réseaux sociaux. C'est la vie, c'est la société. Des commis? Semble-t-il que ça fait partie du jeu politique? Il s'agit de commis, vous êtes sûr? Je dis, c'est la société. Mais des citoyens, tout simplement. Des citoyens, c'est pas plus élégant? C'est produire ça. Ou vous savez qui est derrière tout ça alors quand vous parlez de commis? Non, mais écoutez, soyons plus sérieux. Lorsque le président Djogbenou Joseph, président de l'Union progressiste, le renouveau, fait des sorties, fait des déclarations du genre à dire que les recettes douanières ne constituent pas des recettes fiscales, je dis, il y a maladresse, il y a mal-donne. Lorsqu'il se sent dans l'obligation de venir s'expliquer sur le concept de la ruse et de la rage, je le catalogue dans le même registre que la sortie de M. Orden à la datée. J'ai comme l'impression que ça a été un jeu de rôle entre l'honorable Aladati et son président, le président
Joseph Diogbenou. Et lorsque vous regardez de plus près, vous vous interrogez sur leur provenance politique antérieure. C'est-à-dire tous, sont ou viennent de alternatives citoyennes. Bon, de la société civile, vous voulez dire? Oui, au départ, mais après, se sont constitués en partis politiques ensemble. L'un a été, comment vous appelez ça? Suppléant de l'autre. L'autre a été nommé ministre, l'autre a été catapulté à l'Assemblée. Alors, quand ces deux personnages-là, dans un timing assez serré, viennent nous expliquer certificat de conformité et que l'autre fasse une sortie en tant que président, n'est-ce pas, d'une formation politique, pour venir me parler de la ruse et de la rage, je dis, ce devoir ou cette obligation d'explication qui s'est imposée à ces deux personnages-là me dérange. Me dérange parce que nous sommes tous, je le dis, dans la mouvance et personne ne peut s'inscrire dans le déniement aujourd'hui. Mais est-ce que l'absence d'explication ne dérangeait pas? Nous devons ensemble assumer. Assumer quoi? Assumer tout et tout. Les bons, les moins bons, les mûrs et les non-mûrs. Est-ce que les explications disent qu'ils n'assument pas? Le fait d'expliquer le certificat de conformité, le fait d'expliquer la ruse et la rage, est-ce que c'est une façon de fuir ce qui a été fait? C'était pour moi inopportun. Mais est-ce parce qu'on est membre d'une formation politique qu'il y a des dispositions qu'on n'est pas d'accord avec, qu'on doit forcément se muer au silence? On n'a pas le droit de dire ce sur quoi on n'est pas d'accord. Non, on ne parle pas de disposition. On parle de déclaration antérieure sur laquelle on revient pour s'expliquer, histoire de se dédouaner. On parle d'existence, d'actes administratifs qui a compté, n'est-ce pas, dans l'organisation des élections passées. Et qui ont été objet de polémiques et de controverses. Alors, pourquoi est-ce que... Dans une posture de député qui est là, élu par un peuple qui a besoin d'explications, qui a besoin d'informations complémentaires, pour mieux comprendre, est-ce à dire que ce n'est pas autorisé? Alors, pour deux partis soutiennent... En quoi ça gêne, leur explication? Je vais vous le dire. Pour deux partis politiques, deux grandes formations qui soutiennent les actions du chef de l'État, qui ne vous échappe pas, hein, le président Patrice Talon est le leader incontesté et incontestable de la mouvance. Et je vous ai dit tantôt que ces deux formations politiques se parlent. Elles se parlent au plus haut niveau. Parce que Patrice Talon est au pouvoir. Voyez-vous, elles se parlent au plus haut niveau. Parce que Patrice Talon est au pouvoir. Lorsque il s'est senti le besoin d'explication, on aurait pu se parler et définir les contextes. Bien que vous ne partagez pas certaines visions. Pardon? Mais que vous n'avez pas... Nous partageons aujourd'hui. Qu'on est obligé d'être en accord sur tous les points. Je dis... D'accord. Pourquoi vous voulez adopter une même stratégie de communication? Ça n'est pas ma démarche, ça n'est pas mon souhait. La belle preuve, les collègues experts en communication qui ont conduit le président Joseph Diogbenou à sa dernière sortie l'ont conduit dans le décor. J'aurais été sollicité ou j'aurais été questionné que je lui aurais dit que c'était inopportun. C'était inopportun. Oui, de revenir à s'expliquer sur la notion de ruse et de rage. La belle preuve, oui. Lorsqu'il a fini de rendre sa copie, il s'est créé plus de tort dans l'opinion aujourd'hui que lorsque jamais il ne s'était offert l'occasion de s'exprimer. Comment vous évaluez véritablement qu'il se crée du tort au niveau de l'opinion publique aujourd'hui? Mais puisque, comme vous, j'écoute aussi. Quels sont les retours que vous avez de l'opinion, par exemple? Parce que, bon, nous, on est des citoyens. La plus forte tendance... Et nous sommes dans la communauté. Je vais vous le dire. La plus forte tendance, c'est qu'il s'explique. Il veut se dédouaner. Mais on avait besoin de l'entendre. Il y avait pas mal de citoyens béninois qui avaient quand même envie de l'entendre. Cette déclaration date de combien d'années? Mais parlons de déclarations aussi. Il y a Maître Adrien Ongbédi également qui a cette semaine effectué des déclarations à la tribune du sommet de la jeunesse au Palais des Congrès de Cotonou, lesquelles déclarations ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. On a même vu des acteurs politiques, pas des moindres de la mouvance présidentielle, s'attaquer à Maître Adrien Ongbédi, une situation un peu pas très agréable. Est-ce que pour vous, lorsque l'on appartient à une mouvance présidentielle, on ne doit pas critiquer certaines options politiques de cette mouvance présidentielle?
Alors, lorsque vous me posez cette question au sujet du patriarche Adrien Oumbédi, vous me faites revenir à la mémoire le professeur Albert Thévoïdirait, lorsqu'il évoquait la caricature du Hamasset, qui est un serpent de la mythologie, qui aurait 2 têtes et qui pouvait rebousser chemin, retourner Kazakh, se dédie à tout moment et à chaque instant. Donc, face aux dernières sorties du président Adrien Oumbédi, je dirais comme l'autre que c'est du Oumbédi qui parle. Et c'est du Oumbédi qui agit. C'est de la posture Oumbédi. À partir de ce moment-là, moi, je n'ai pas de préoccupation. Qu'est-ce que vous mettez dans du Oumbédi, de la posture du Oumbédi? D'Islam Moussou, vous êtes très friand des métaphores. Oui, qu'est-ce que vous mettez dedans? Oui, aujourd'hui, je soutiens aujourd'hui, mais demain, si je n'ai plus mes intérêts pris en compte, je dépose le tablier. Pourquoi tout ce qui vous est dit par rapport au code électoral, là, on a comme l'impression que vous trouvez toujours le mal? Quelle a été la part de Maître Adrien Oumbédi, alors président de l'Assemblée nationale, dans l'établissement, la conception de ce code-là? Quelle a été la part du président Adrien Oumbédi depuis qu'il a présenté un Bénin en lambeaux, déchiqueté, descendu de son piédestal à ce jour? Quelle a été sa part de contribution à la mise en place, n'est-ce pas, des réformes en cours dans notre pays aujourd'hui? Mais il reste un acteur politique de taille dans la République. Je dis oui, puisqu'il n'est pas encore périmé définitivement. Mais il est proche de la date de péremption. Est-ce parce qu'il a été un acteur clé au moment des faits, il était président du Parlement? Est-ce parce qu'il a été un acteur clé que, en prenant du recul, il ne peut pas dire sans coloration politique je vais vous dire la vérité. Ce qui est fait, je vais vous dire la vérité sur la posture de Maître Adrien Oumbédi. Il est l'otage de petits politiciens qui le manipulent. Comment ça? Voyez-vous, il y a eu dernièrement des nominations. Conseil économique et social, la HAC, des conseillers, des ministres conseillers. Et si vous regardez, point de PRD originaux. Voyez-vous, à partir de ce moment-là, un groupuscule s'est organisé pour aller prendre en otage mon cher patriarche Adrien Oumbédi. C'est de cela qu'il est question. Il n'est pas autre chose. C'est votre appréciation. C'est pour cela qu'on a vu récemment. Personne n'a obligé le PRD à venir se fondre à l'Union progressiste pour devenir Union progressiste de renouveau. Justement, puisque vous parlez du PRD qui s'est fondu en quelque sorte à l'Union progressiste. Le PRD a été phagocyté par l'Union progressiste. Je ne parlerai pas c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Je vais dans le même sens que Cadet en parlant de fusion entre le PRD et le PRD. J'ai la paternité de mes expressions. Oui, mais ça n'engage que vous. Mais permettez que nous recentrons un peu le débat de notre côté et bien entendu dans notre rôle. Exactement. Vous êtes bien d'accord? Tout à fait. Alors, donc, on reste dans notre rôle pour parler de fusion, justement, entre le PRD et l'Union progressiste, le renouveau aujourd'hui. Mais dernièrement, après cette sortie du président Adrien Oumbédi, on a vu le communiqué du PRD. Un communiqué sur les réseaux sociaux avec le logo du PRD. Est-ce que pour vous, le PRD existe encore? C'est une maladresse et de la provocation. Provocation à l'endroit de qui? Vous savez, Patrice Talon, de l'Union progressiste de renouveau, des militants PRD originels, des militants UP. C'est une maladresse. Ça ne devrait pas se faire. De l'équipe anciennement PRD et qui essaye de se soustraire aujourd'hui, n'est-ce pas, des liens conventionnels avec l'Union progressiste. Et je leur ai dit, cela ne peut plus jamais se produire. Il n'y aura plus jamais de PRD avec l'arc-en-ciel, avec le sigle PRD. Est-ce que vous avez connaissance je suis formel pour avoir lu les tests. Est-ce que vous avez connaissance de tous les enjeux de cette fusion-là? Est-ce que vous avez connaissance du processus? Est-ce que le processus Je suis formel pour avoir lu les tests. Et je dis, nous avons affaire à 2 générations d'avocats. C'est-à-dire? Maître Adrien Oumbédi, avocat. Maître Joseph Diogbenou, avocat. Et n'oubliez pas, le contrat, le statut qui fait office de contrat aujourd'hui entre
l'UPR, enfin l'Union progressiste et le PRD, qui est devenu UPR, est venu après le cas UDBR-BR. Donc, les acteurs du côté de l'Union progressiste de renouveau ont tiré conséquence des failles qu'il y avait. Mais comment à partir vous de ce moment-là, c'est vrai, vous dites que... À partir de ce moment-là, oui. je vais plus loin. Je dis même le patrimoine du PRD, du défunt PRD tombe dans l'escarcelle de l'Union progressiste Le Renouveau. Mais comment se fait-il vous allez à Porto-Novo, vous êtes allé à Porto-Novo récemment? Malgré tout ça, Oui. ce tableau que vous présentez, on assiste encore ou on voit sur la scène politique ou alors on lit sur les différents réseaux un communiqué signé du PRD. Le PRD que vous appelez défunt PRD. Vous savez, vous prenez En janvier, vous avez écouté Oumbédi. Vous savez, vous prenez votre véhicule tout de suite dans la circulation, vous verrez des concitoyens qui vont violer violemment le code. Voyez-vous, ce n'est pas pour la première fois qu'un homme politique va essayer de se dédire. On a déjà vu avec les démocrates, l'honorable Éric Rondeté et d'autres, signer, n'est-ce pas, des documents lorsque le président de la République les avait invités. Maître Adrien Oumbédi était président de l'Assemblée, à aller s'entendre pour les élections de, je crois, 2023, si ma mémoire est bonne. 2019. Bon, alors, donc, on a vu que des signatures ont été reliées. Mais avec à partir de ce moment-là, oui. c'est dit que c'est, je ne dirais pas que c'est le propre des politiciens béninois, mais lorsque on commence pas bien faire les choses, il y a toujours des esprits résistants qui essayent de... Est-ce qu'il s'agit d'esprits résistants ou de commentaires qui sont de nature à inviter à mieux faire les choses ou à bien faire les allant choses? Dans ce même sens, est-ce que ce n'est pas, en prenant un peu de hauteur, est-ce que ça ne témoigne pas peut-être d'un malaise entre le PRD et l'Union progressiste? Peut-être. Je ne suis dans aucun de ces formations politiques que vous citez, encore que le PRD n'existe plus. Mais ce que je sais, ce que j'ai aperçu, et les Béninois avec moi, c'est le président de la République, le chef de l'État, Patrice Talon, au domicile de Maître Adrien Oumbédi. J'ai déjà vu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnalités ont leur couloir de dialogue et de discussion. Et que ça reste un acteur, justement, en parlant de Maître Adrien Oumbédi, un acteur politique qui compte toujours. Le souhait serait que Maître Adrien Oumbédi et ses affidés arrêtent, n'est-ce pas, de jouer sur les réseaux sociaux et d'emprunter le couloir par lequel ils avaient pour habitude de discuter avec le chef de l'État. N'oubliez pas que nous avons un PRD originel au gouvernement du président Patrice Talon. Il ne faut pas qu'on le mette dans l'inconfort. Il ne faut pas que son parti originel, sa formation politique de base, le mette mal à l'aise. Nous avons déjà vu ça. Maître Adrien Oumbédi qui avait démissionné dans ce pays alors qu'il était Premier ministre, qu'il a qualifié de Premier ministre par ailleurs. Il a démissionné. Il a fait. On n'est pas là pour l'historique du parcours politique de Maître Adrien Oumbédi. Non. Et il a effectué des commentaires sur la classe politique, sur les élections générales de 2026. Ceci à un sommet de la jeunesse. Des propos qui ont été tenus devant des jeunes qui l'ont invité pour qu'il partage avec eux son expérience et son héritage politique avec eux. Alors, ce qui a été dit, pourquoi on ne cherche pas à contextualiser l'auditoire qu'il avait en face? Vous voyez, c'est même dangereux de prétester de la soif de connaissance de la jeunesse pour la manipuler, l'embrigader dans le concombre de ce que nous appelions, ou le président Patrice Talon appelle notre passé honteux. Oui, nous avons un passé honteux. Mais hélas, il y a encore des acteurs de ce passé honteux-là qui sont actifs. Mais Dissé Amoussou, vous parlez de passé honteux. Est-ce qu'aujourd'hui c'est honorable
aujourd'hui que le chef de l'État, le président Patrice Talon, tout à l'heure vous avez dit, leader incontesté de la mouvance présidentielle, a eu à dire à maintes reprises que le débat pour les élections de 2026 se fera à 6 mois des élections et que depuis, dans la classe politique, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, tout le monde est assidu en attendant que les leviers soient actionnés par lui. En attendant, j'ai envie de dire les instructions. Alors, c'est la bonne méthode. Bonne méthode. Il n'y a pas de honte là pour vous? Vous me laissez répondre. Non, je vous pose une question aussi. Parce qu'on n'a pas de honte tout à l'heure. C'est la bonne méthode pour maintenir les fonctionnaires de l'État en fonction, en poste dans l'administration. Et les acteurs politiques? Il n'y a pas de distinguo entre acteurs politiques et fonctionnaires de l'État. Il y en a qui sont dans les partis politiques, je ne sais pas dans quelle administration publique ils sont. Vous êtes acteur politique, je ne vous vois pas dans une administration publique. Dès comme moi, le nombre est limité. Et qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'être derrière le terrain? De toutes les façons, les fonctionnaires qui sont dans le militantisme politique doivent des heures de prestation à vous et moi. Oui, et s'ils ne le font pas, ils peuvent être sanctionnés. Si vous ne me laissez pas répondre à vos questions... Vous faites preuve de ruse, dit-elle. Non, vous mélangez plusieurs questions. Non, vous faites preuve de ruse. Oui. Allez-y. Si vous êtes fonctionnaire, vous devez des heures de prestation à l'État. Parce que vous êtes payé avec l'argent du contribuable. Si le président Patrice Talon ouvrait le jeu plus tôt, nous allons tomber dans les mêmes pratiques. Il y aura désertion au sein de l'administration. Première chose. Deuxième chose, n'oubliez pas que le président Patrice Talon ne se laisse pas distraire. Il fait focus sur la réalisation de son programme d'action. Et donc à 6 mois, c'est possible qu'il y ait désertion du gouvernement. À 6 mois, on peut écouter Écoutez-moi. À l'heure où nous parlons, le président Patrice Talon et son gouvernement font focus sur la suite, n'est-ce pas, des réalisations qui sont en cours, les chantiers qui sont en cours. Et il ne vous échappe pas que le président Patrice Talon suit lui-même et personnellement tous les projets. On ne vient pas lui raconter des histoires. Voyez-vous, à partir de ce moment-là, il veut se donner du temps pour atteindre un niveau, n'est-ce pas, de réalisation confortable avant de pouvoir dire vous savez quoi? Il a dit à Jeune Afrique, il s'interrogeait dans Jeune Afrique à vos confrères, qu'est-ce qui l'empêche d'avoir un duo avec le président Boni Yayi? Rien ne l'empêche. Parce que le Bénin ne va pas se développer en lambeaux ou en pièces détachées. Le Bénin va se développer entier. Alors, que ce soit Pierre provenant de les démocrates, Jacques provenant de FCBE ou de Tartampion provenant de LD ou enfin du BR ou de l'UP Le Renouveau, mais c'est une invite au développement ensemble du Bénin. Si Zakela me permet très rapidement, je vous ai posé une question, vous n'avez pas répondu à cela. Vous avez dit que le président Patrice Talon est focus sur le PAG et l'administration il doit pas avoir de désertion au sein de l'administration parce que le jeu est ouvert. Mais est-ce à dire que le PAG, son exécution prend fin à moins de 6 mois du quinquennat, à moins de 6 mois des élections, à 6 mois des élections? Évidemment que non. Évidemment que non, mais il y a certains projets qui tiennent à cœur au gouvernement. Oui, en quoi, lorsque le gouvernement travaille, il ne peut pas avoir des débats dans l'opinion publique sur... Qui empêche l'opinion publique de faire des débats? Les acteurs politiques. Je lis les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de monologues. Je regarde vos télévisions. Il y a beaucoup plus de monologues que de débats politiques, dit Salamoussou. C'est comme vous voulez. Vous ne faites pas le constat? Inviter les gens au débat. Moi, vous ne m'avez jamais invité à un débat contradictoire que je me rebiffe. Vous, donc invitez les gens. Les débats qui intéressent aujourd'hui, qui sera candidat dans quel parti? C'est le focus sur... Tout, et qu'est-ce qu'il propose? Pas fondamentalement, mais les enjeux pour 2026, c'est qui le candidat? De toutes les façons, les enjeux sont connus au niveau de la mouvance. Les probables candidats. Les enjeux sont connus au niveau de la mouvance. On a envie les enjeux au niveau de la mouvance, c'est la pérennisation de la dynamique. Nous n'allons plus permettre
à aucun tatempillon de venir braquer le pouvoir d'État et nous faire reculer. Hein. Donc on reste dans une logique de continuité, c'est bien ça. Tout à fait. Continuité avec c'est pour cette raison que je suis venu en politique. Les réformes en cours, oui, la pérennisation, la sécurisation, la pérennisation et la sécurisation. Tout on est d'accord sur ça. Mais alors vous, acteur politique, membre actif, je vais dire, du bloc républicain, est-ce que les débats avancent dans le sens d'une probable candidature pour 2026? Évidemment que nous sommes un parti bien structuré. Évidemment que nous sommes un parti qui ambitionne à les conquérir. Ou vous attendez les instructions du chef de l'État, vu que pour l'instant, il est focus sur les... Vous l'avez lu. C'est une question. Je n'ai jamais vu ça dans nos statuts. Mais Patrice Talon a dit à Jeune Afrique, où vous en avez fait référence tout à l'heure, qu'il aurait une probabilité qu'il puisse soutenir le même candidat que Boni Yayi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, construire le Bénin ensemble devrait être le rêve de tout le monde, de tous les Béninois. Et je l'ai dit, le Bénin ne va pas se développer en pièces détachées ni en lambeaux. Parce que le personnel politique l'aurait saucissonné dans sa tête. C'est pour cela qu'il faut aller à de grands ensembles. Ouais, ça y est, on est déjà dans de grands ensembles politiques. Ce n'est pas parfait. Donc il faut aller encore plus loin. Il faut aller chercher plus loin. Donc il faut avoir un parti unique, c'est ça? Non, envisager par exemple BR, UPR ensemble, par exemple, pour véritablement parler d'ensemble politique. Écoutez, puisque nous nous parlons, donc ce n'est pas en soutenant une vision, la vision du président Patrice Talon, puisque nous nous parlons en accompagnant, n'est-ce pas, les réformes structurelles et fonctionnelles en cours. Écoutez, la politique est dynamique, elle n'est pas statique. Donc vous ne trouvez pas une incohérence que Boni Yayi et Patrice Talon soutiennent le même candidat? La politique est dynamique, elle n'est pas statique. On a vu le président Père Sonam Emile Derlin Zissou, après les Zissoua Beneto, Memina Oulibodje, devenir conseiller spécial du président Feu Général Mathieu Kérékou. On a vu ça. On a vu Maître Adrien Humbedi partir, n'est-ce pas, revenir occuper des postes dans ce pays. Donc rien n'est exclu en politique. La politique est dynamique. Tout est permis en politique. La politique est dynamique. Tout est permis. Elle est dynamique. Alors, tout est permis en politique. C'est ma réponse, elle est dynamique. Elle est dynamique. Elle n'est pas statique. Et dans cette dynamique-là, qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous en Grandir le Bénin. Grandir le Bénin, continuer de construire le Bénin, pan par pan. Pour 2026, qu'est-ce que vous pensez probablement en termes de candidature? Est-ce que vous avez une idée? Moi, personnellement, ou mon parti? Vous, en tant que membre du bloc républicain. Non, écoutez, ces choses-là ne se discutent pas sur le plateau de télévision. Mettez-nous dans le secret des dieux. Qu'est-ce qui se discute véritablement sur la question des enjeux de 2026? Vous voulez que je vienne exposer Est-ce que les primaires sont ouvertes? Est-ce que les primaires... Je ne sais pas de quoi vous parlez en parlant de primaires. Cela participerait d'un choix stratégique de mon parti, si tel était le cas. Mais à l'heure où nous sommes là, vous n'allez pas me faire l'affront de m'inviter à dire les délibérations. C'est quand même curieux des réunions de mon parti politique sur votre plateau. Qu'un militant comme Distel Amoussou, au sein d'une formation politique qui doit prendre part à une grande échéance électorale, des élections générales pour moins d'1 an, et qu'à ce jour, il n'a aucune connaissance de ce qui va être... Qui vous a dit qu'il n'a aucune connaissance? Est-ce à dire que... Non, il se refuse. Il se refuse de... Est-ce que quelque chose est fait actuellement? Est-ce que des lignes bougent actuellement? C'est ce qu'on veut savoir d'ici là. Mais puisque vous êtes des êtres humains, nous sommes en politique, je vous ai dit que la politique est dynamique. Est-ce que actuellement le débat autour de d'éventuels candidats est ouvert? Mais est-ce que vous pensez à un seul moment que le bloc républicain sera absent des élections? On n'a pas dit qu'ils seront absents. Distel Amoussou, yes or no question. Répondez. Est-ce que le débat est ouvert au sein de votre formation politique? Vous parlez de quel débat? Le débat d'éventuels candidats. Le bloc républicain ira aux élections. De candidats à la candidature. À toutes les élections. Le bloc républicain ira à toutes les élections. Vous êtes là, vous attendez juste que les généraux disent, bon, on fait ci et vous suivez. Non, vous me faites l'injure de me prendre comme obligé. Parce que, à vous entendre, c'est que le bloc républicain ira, le bloc républicain fera ci, mais qu'est-ce que le militant lambda du bloc républicain c'est de la pédagogie? Vous savez, hier, un militant du bloc républicain ou un militant de l'Union progressiste de Renouveau vous aurait répondu. Et aujourd'hui? C'est-à-dire avant 2016. Mais aujourd'hui,
nous sommes en train de faire émerger la culture de la discipline partisane. D'autres disent que c'est de la peur. D'autres parlent de peur et de terreur. C'est une discipline qui vous amène à obéir à la dynamique politique, à la dynamique de votre parti. Comment est-ce que vous voulez qu'un joueur, avant que le coach ne dise à la conférence de presse la composition de son équipe, son système de jeu, 4-4-3-2 ou je ne sais pas. On n'a pas demandé tout ça. Comment est-ce que vous voulez que le joueur du Bloc républicain que je suis, je vienne vous dire sur le plateau quelle serait alors vous ne nous dites rien, on a notre compris, stratégie. vous ne voulez rien nous dire, mais je veux m'amuser à interroger l'analyste politique que vous êtes, mais en 5 secondes rapidement, sur les perspectives que vous voyez pour 2026. Mais là, honnêtement, pas avec votre casquette d'acteur politique. Analyste politique, de surcroît, journaliste de carrière de plus de 30 ans, quand même. Donc, dites-nous maintenant, dans votre posture d'analyste, 2026, comment vous prévoyez ça? Les Béninois iront voter dans la paix. Ils iront voter pour les candidats de leur choix. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est pour les partis plutôt qu'ils iront voter. Et donc, les Béninois iront voter pour les partis de leur choix. Et pour la présidentielle, ils iront voter pour le candidat de leur choix ou le duo de leur choix. Et tout ceci va se passer dans la paix. Ne regardez pas, et ça je parle aux Béninois, voyez-vous, ne regardons pas les passes d'âme. Ne regardons pas les intoxications sur les réseaux sociaux. Ne regardons pas le jeu de la manipulation qui émane de toutes les chapelles. Voyez-vous, mais regardez le Bénin. Ce qui sera grand et que nous allons laisser grand à la postérité, c'est le Bénin. Et c'est ensemble que nous allons le construire. Et il ne va pas se développer en pièces détachées. Il va se développer en entité entière. Voyez-vous, à partir de ce moment-là, que chacun dorme et que chacun fasse ce qu'il a à faire dans son couloir. Et le Bénin va mieux se porter. Dissela Mousso, avant dernière question, avant sûrement que Zaket Latouni aura la dernière question, avant que je puisse conclure. Ceux qui demandent à ce que Rekia Madougou, Joël Frédéric Aïvo recouvrent leur liberté, ils pensent Bénin également. Ceux qui demandent à ce que Sébastien Germain Javon, Valentin Agossou-Dianonté rentrent au pays, pensent Bénin également. Ils veulent le développement de Bénin, Dissela Mousso. Et vous ne direz pas le contraire. Évidemment. Alors, évidemment que les noms que vous avez mentionnés. Ceux qui demandent également que le code électoral soit relu, ils pensent également le Bénin et qui ne veulent pas vivre les événements de 2019, de 2021, de 2023 pour 2026. Alors, vous voulez que je réponde aux deux pans de vos Oui, questions? allez-y. Voilà. Mais très rapidement, s'il vous plaît. Ceux qui pensent que les frères et amis, les personnalités que vous avez mentionnées, pour ceux qui sont à l'extérieur entrent, pour ceux qui sont en détention soient libres, mais le pensent à juste titre. Le pensent parce que nous sommes tous des êtres humains. Le pensent parce que nous sommes tous des Béninois. Il faut le compromis politique. Et que réellement, c'est ensemble que nous allons construire ce pays. Mais il se trouve qu'au-delà de ces personnalités qui sont détenues ou qui sont en exil, il y a plusieurs milliers d'autres Béninois qui sont dans les liens de la détention. Qu'en pensez-vous? Que dites-vous de ceux-là qui, pour un cabri, qui pour avoir fait homicide involontaire parce qu'il n'a pas retrouvé ses freins, ou qui pour je ne sais quoi? Quelles sont leurs conditions carcérales? Pourquoi vous ne pensez pas à ces milliers de Béninois? C'est pas moi, c'est vos collègues acteurs politiques. Posez-leur la question. Vos collègues acteurs politiques. Posez-leur la question. Ils veulent la paix pour le Bénin et ils estiment. Mais lorsqu'on veut la paix, on respecte les lois de la République. Ils estiment puisque vous êtes libre là. Ils estiment que les lois actuelles Madame est libre. Peuvent créer des tensions. Je suis libre également. À partir de ce moment-là, il faut respecter les lois de la République. Mais on ne peut pas se mettre en porte-à-faux avec les lois de la République pour se recroqueviller après sous une casquette d'homme politique. Mais il y a quelque chose d'injuste. Dites la vérité aux Béninois. Alors, ceux dont vous avez cité les noms là, ce sont mes frères, mes amis. J'ai des rapports particuliers avec chacun d'eux. Et vous ne plaidez pas leur cas? Pardon? Vous ne plaidez pas. Qu'est-ce que vous en savez? Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Mais écoutez, lorsque la justice a parlé, ce qui reste, on sait. Mais
j'interviens dans les cadres qu'il faut pour que ce qui peut se faire puisse se faire. Je ne viendrai pas dire, comme d'autres ont l'habitude de le faire, sur un plateau de télévision, libérer Madougou, libérer Joël Aïvor. Mais vous savez, là où il faut agir, et vous agissez évidemment à ce niveau-là. Et ils le savent eux-mêmes. Mais c'est déjà très bien. Monsieur Distel Amoussou, je voudrais vous remercier pour ce moment partagé, un moment de lecture générale de l'actualité nationale en abordant un certain nombre de points qui font également débat dans la population en général. Très rapidement, on va dire en 5 secondes, Kader, votre mot de fin. Il est très bas, 30 secondes. Ah non, je vous remercie et je redis, c'est un plaisir pour moi de partager cet exercice avec Mme Latoundji, qui est la présidente des journalistes du Bénin. Merci à Kader, merci à Ezaï TV, merci aux amis internautes. Chers Béninois, regardez devant vous, le Bénin va se construire ensemble. Le Bénin ne va pas se construire en lambeaux, il ne va pas se construire en pièces détachées. Et c'est ensemble que nous allons le construire. Je vous remercie. Merci à vous, Distel Amoussou. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que Distel Amoussou a été difficile à dompter, mais il a fait savoir, lorsqu'il a été interrogé sur le code électoral, qu'il n'est pas pour une relecture du code électoral. Il a argumenté dans ce sens-là. Il a fait savoir que la balle est ronde pour tout le monde. Pour lui, le code est applicable et il l'a défendu. Lorsqu'il a été interrogé par la consoeur Zakiat Latoundji sur ses relations avec le bloc républicain et comment se porte cette formation politique, il a fait savoir que les relations sont les plus cordiales et que le parti politique Bloc républicain, dont il est militant, se porte très bien. Il a fait savoir que les rapports également entre le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau sont des rapports conviviaux, ceci en droite ligne avec le soutien que ces deux formations politiques apportent au président Patrice Talon pour l'accompagner dans la gestion du pays. Il a eu à rappeler que son avènement ou sa venue dans l'arène politique puise sa légitimité de la volonté manifeste de sécurisation des réformes structurelles et politiques engagées sous Patrice Talon. Et donc pour lui, il est indéniable que la dynamique doit se poursuivre au-delà de 2026. Pour lui, il s'agit d'une parfaite réussite du management de Patrice Talon pour que, à moins d'un an de l'élection présidentielle de 2026, on n'ait pas connaissance de duo de candidats ou d'éventuels acteurs politiques nourrissant l'ambition d'être candidat pour la dite élection. Car pour lui, il se défend du fait que c'est pour la première fois qu'on n'a pas vu une mouvance voler en éclats. Lorsqu'il a été interrogé sur les sorties de Orden Aladati, notamment le commentaire qu'il a eu à faire pour justifier le certificat de conformité, et Joseph Djogbenou qui a eu à opiner sur, notamment en donnant des justifications sur le concept ruse et rage en politique, pour Distel Amoussou, ces sorties sont inopportunes. Il l'a dit au cours de cet entretien. Il s'est interrogé de savoir quelle est la part contributive de Maître Adrien Roumbédi dans l'érection des différentes réformes politiques et institutionnelles qui régentent la vie politique au Bénin depuis 2018 à ce jour. Et donc pour lui, Maître Adrien Roumbédi ne devait pas faire de tels commentaires comme ce que l'on a eu à entendre cette semaine, car pour lui, Maître Adrien Roumbédi est otage d'une caste politique, car depuis un certain temps, des nominations se font notamment dans des ambassades au niveau du Conseil économique et social, et qu'il n'y a pas, selon son observation, de PRD, de militants du PRD originel sur la liste des différentes nominations. Pour lui, le communiqué qui a été rendu public sur les réseaux sociaux est une maladresse. À ce jour, il n'y a plus de PRD. Le PRD n'existe plus, selon Distel Amoussou, et il va plus loin en disant qu'il n'y aura plus de PRD avec les attributs que nous avons connus. Pour lui, nous sommes face à une situation où nous avons deux générations d'avocats. L'une génération, c'est Maître Adrien Roumbédi, et l'autre, c'est Joseph Djogbenou, et que l'Union progressiste a tiré des enseignements de la fusion entre l'UDBN et le Bloc républicain, et donc il n'y a pas raison de craindre qu'il puisse avoir également, une fois encore, ce qu'on a connu entre l'UDBN et le Bloc républicain. Il invite par ailleurs
Maître Adrien Rumbedji a emprunté les couloirs qui sont les siens habituels pour échanger avec Patrice Talon si éventuellement il a un message à passer au premier des Béninois, au chef de la mouvance présidentielle, Patrice Talon, qu'il soutient bien évidemment. Pour lui, selon Dissela Moussou, on ne peut pas encore parler d'élection de 2026 car pour l'instant, Patrice Talon est focus sur le programme d'action du gouvernement PAG et sur tous les projets qu'il suit personnellement. Pour Dissela Moussou, lorsqu'il a été interrogé sur la question de savoir qu'est-ce qu'il pense de la volonté de Patrice Talon éventuellement de soutenir le même candidat que Boniaï. Pour Dissela Moussou, construire le Bénin ensemble est le rêve de tous les Béninois. J'espère que vous avez été fidèle à vos propos. Merci. Merci à vous, Dissela Moussou, une fois encore. Zakiat Latondi, merci également d'avoir conduit avec moi cet entretien. C'est un plaisir à renouveler. Plaisir partagé. Et à renouveler. Certainement. Je rappelle à nos amis internautes que Distel Amoussou est consultant média communication, analyste chroniqueur politique, président directeur général de l'agence de documentation de liaison des services spéciaux ADLSS. Merci de votre attention. Belle suite de programme sur ESAE TV.